Et à présent, nos invités dans ce journal, il s'agit de Abdoulaye Diédhiou, notre confrère du quotidien L'Observateur, et de Ayoba Faye, journaliste du site d'information en ligne Presse Afrique. Et ce sera pour parler de l'actualité judiciaire, notamment la rentrée solennelle des cours et tribunaux, mais aussi et surtout le rôle de nous autres journalistes dans les tensions politico-sociales. Abdoulaye Diédhiou, bonsoir. Bonsoir, M. Ndiaye. Alors, je l'ai dit tout à l'heure au menu de nos discussions, on va parler premièrement de cette rentrée solennelle des cours et tribunaux qui se passe au moment où la justice est attaquée de tous bords. Quelle est l'importance déjà de cette rentrée solennelle dans le milieu judiciaire? Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Ouais, et il faut déjà relever une chose, c'est que c'est une manifestation très importante pour la marche, pas seulement de l'institution judiciaire, mais du pays. Parce que vous l'aurez remarqué, au cours de cette manifestation, le chef de l'État, mais également les autres acteurs comme le bâtonnier de l'ordre des avocats, ne se sont pas simplement focalisés sur des questions strictement liées à la justice. Ils sont revenus sur des questions de l'heure, sur des questions liées un peu à la vie sociale. Mais c'est autant de questions très importantes qui nous interpellent tous, qui ont été mises sur la table et analysées un peu. Donc c'est dire toute l'importance d'une telle manifestation, surtout, comme vous l'avez dit, dans un contexte actuel où la machine judiciaire, de façon générale, est écorchée de tous bords. Aujourd'hui, quand on parle de la justice sénégalaise, il suffit tout simplement de faire un tour du côté des réseaux sociaux pour voir aujourd'hui l'image de la justice auprès des justiciables. Voilà. Alors, on ne va pas dire tout de suite que c'est toutes ces personnes qui s'attaquent un peu à l'institution judiciaire ont tort, même si on ne peut pas, on ne doit pas s'attaquer à l'institution judiciaire. C'est sacré, c'est des principes. On a la possibilité d'argumenter, de donner son opinion, mais en respectant quand même cette institution qui est un socle très important pour notre vie. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que aussi bien sur les réseaux sociaux, sur la scène politique et dans la vie courante, la machine judiciaire de façon générale est traitée de tous les noms. Et on a vu, j'ai apprécié l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Moussa Seck, qui a fait un peu un round-up de tout ceci. Et ce qui me choque un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelque chose de normal. Et qu'on s'attaque comme ça à la machine judiciaire, c'est normal. Qu'on traite de tous les noms d'oiseaux, c'est normal. Que les Sénégalais n'aient plus confiance à la justice, que c'est normal. Alors que c'est anormal. Ce qui se passe actuellement est très grave. Le président Macky Sall, c'est vrai qu'il est intervenu un peu en mettant l'accent sur les infrastructures qu'il va, entre 2023 et 2027, il va rénover. C'est bien, parce que c'est une vieille demande que aussi bien les magistrats que les avocats ont eu à poser sur la table. Surtout en termes de formation, d'infrastructures, de logement et autres. Surtout, et même en termes de dignité. L'image vous ne pouvez pas, moi, être le garant de la justice, vouloir juger tous ces justiciables, et lorsque ces justiciables-là arrivent vers vous, et que vous semblez être quelqu'un de misérable. Effectivement. C'est le cas à Matam, Kolda, Kaolack. C'est partout. Vous avez... être jugé dans certains tribunaux, c'est un danger. Vous avez des murs fissurés, vous vous posez la question, mais vous avez des locaux très étroits, des procureurs qui sont à deux dans un espace très truc. Mais c'est pourquoi j'ai salué l'initiative prise par le chef de l'État dans un espace de 3 ans, faire tout cela. C'est bien, mais pour moi, le chantier le plus important, et le bâtonnier de l'ordre des avocats est revenu là-dessus, c'est qu'il faut restaurer, il faut redonner à la justice sa dignité. Il faut lui redonner sa dignité, d'abord en redonnant son image, mais également, dans le fond, il faut permettre à la justice, c'est un vœu pieux, de travailler en toute indépendance. Surtout. En toute indépendance. Dire aujourd'hui que la justice sénégalaise est une justice indépendante, c'est franchement dire des choses en essayant de leurrer les autres. À des niveaux élevés, on sent la mainmise de l'autorité étatique. Bon, je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là, mais il faut quand même retenir qu'une chose, il y a des magistrats, comme des avocats, des acteurs de la justice qui sont intègres. Après, la machine judiciaire, de façon générale, elle est pilotée par des humains.
nous sommes des humains, donc nous sommes des gens à même de commettre des erreurs, etc. De la même façon qu'on peut trouver dans ce milieu-là des magistrats qui ne vont pas faire le travail correctement, c'est de la même façon qu'on en trouve chez nous, etc. C'est une question d'abord de personnes. Et il appartient maintenant à l'autorité d'essayer de mettre en place des mécanismes, des réformes pour essayer d'encadrer toutes ces personnes-là, y compris ces magistrats, entre guillemets, qui sont un peu d'essayer de mettre en place des mécanismes qui ne leur permettraient pas de commettre certains égards et de rester sur les rails. C'est possible sous d'autres cieux, ça doit être possible chez nous. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est très dangereux. Aujourd'hui, si des Sénégalais vont jusqu'à dire que nous n'avons plus confiance à la justice, on peut leur dire que ce n'est pas normal. Alors que la justice est rendue au nom du peuple. Au nom du peuple. On peut leur opposer le fait que ce n'est pas normal. Vous devez avoir confiance à votre justice. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison au fond lorsqu'on revoit bien des choses? Les exemples sont là. Il y a plein d'exemples. Je pense que lorsqu'on doit s'adresser aux Sénégalais, on doit se regarder dans le blanc des yeux et se dire la vérité. La vérité est qu'au niveau de cette justice-là, il y a eu effectivement dans certains dossiers où il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas plu. En tout cas, qui ne répondent pas exactement de ce qu'on attend de la justice. Mais il y a eu également énormément de dossiers, de gros dossiers qui ont été jugés ici et qui ont été jugés dans les règles de l'art. Et les exemples ne manquent pas sur ces cas-là. Ça ne manque pas. Et je me dis, si on est dans la possibilité de gérer, la machine judiciaire est capable de gérer de gros dossiers et de les juger dans les règles de l'art, c'est que cette même justice est capable de gérer n'importe quel dossier qu'on leur soumet. Aujourd'hui, quand on parle d'un dossier, je le cite comme ça parce que c'est un dossier d'actualité, le dossier Ousmane Sonko ou d'autres dossiers Khalifa Sall, etc., qui sont passés ici, et qu'on nous dise que oui, pour ce dossier-là, ça s'est bien passé, pour l'autre dossier, ça ne s'est pas bien passé, je dis il faut renvoyer la faute à des responsabilités personnelles. Individuelles surtout. Individuelles à un certain niveau. Mais quand on prend globalement la justice sénégalaise, elle a quand même fait ses preuves. Effectivement. Et surtout dans le temps, on a vu l'affaire Khadim Bousso en 2002 ou 2003, 2004, quelque chose comme ça. Voilà, tous ces dossiers-là qui ont suscité la passion des Sénégalais ont été pourtant bien gérés par la justice sénégalaise. Mais les textes, tout ce qu'on a comme texte pour juger ici au Sénégal, n'importe quel dossier, nous avons les textes pour ça. Le code de procédure pénale, le code pénal, l'arsenal juridique sénégalais est assez étoffé. Je ne vois pas, moi, un dossier qui, quel que soit, voilà, qu'il soit un crime, un délit, qui va dépasser ici. Non, c'est pas possible. Parce que nous avons tout l'arsenal disponible. Le problème, c'est quoi? C'est un problème d'hommes. De personnes. Mais les hommes, il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Je prends un exemple. Dans la profession, par exemple, de journalisme, il y a des textes qui sont là pour encadrer. Il fut 10 ans en arrière, c'était de la cacophonie, ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, vous voyez, moi j'étais agréablement surpris quand je suis venu chez vous ici à Sono Label TV, en voyant tout ce qui a été mis ici en place, le professionnalisme, tout le matériel qui a été mis en place, l'accompagnement pour permettre aux gens de travailler dans de meilleures conditions. Ce qu'il y a ici, il n'a rien à envier aux chaînes classiques de télévision que j'ai eu à visiter. Quand ça se passe comme ça, on essaie, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place des mécanismes pour permettre aux gens, aux travailleurs, de rester sur les rails. Ça doit être pareil dans tous les secteurs d'activité, y compris dans la justice. Lorsque le magistrat, quelle que soit sa moralité, trouve sur place tout un mécanisme qui a été mis en place et qui est d'application stricte, il ne peut que les suivre. Il ne pourra que suivre. Et ça, c'est depuis la formation, depuis le concours d'entrée. C'est un ensemble. C'est tout un ensemble. Non seulement depuis la formation, mais une fois que le magistrat a un cours d'exercice, il y a une mise à jour. Il doit trouver sur place également des textes qui encadrent sa profession et qui lui disent que, écoutez, lorsque vous faites ceci, voilà ce qu'il y a. Et qu'il ait lui-même un repère des cas où il y a eu des sanctions. C'est important, parce que si en définitive, il se dit, oui, il y a des textes qui sont là, mais il n'y a rien pour sanctionner, si moi je sais que personne ne sanctionne, je peux me permettre certains écarts. Mais lorsque je suis sûr qu'à chaque fois que je ferai ça, voilà ce qui m'attend, je vais réfléchir à plus d'une fois avant de commettre ça. Effectivement, et souvent, il y en a qui dénoncent le plein pouvoir là attribué aux magistrats, aux procureurs, mais on va revenir sur ça. Restons toujours sur l'allocution du bâtonnier Maître Mamadou Seck. On a entendu aujourd'hui
un Mamadou Seck à la Kéba Mbaye en 1981, les Sénégalais sont fatigués. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas réellement le rôle du magistrat, du juge, d'apaiser au moins les tensions? Oui, disons que déjà le bâtonnier, lui, il est dans son rôle. Hein. Il est différent déjà du magistrat. Exactement. Même si tous concourent dans leurs professions respectives et tout ce qu'ils font, c'est au nom du peuple et pour le peuple. Mais le bâtonnier, lui, il a cette liberté peut-être que le magistrat n'a pas. Voilà, le magistrat n'a pas. Mais c'est des occasions comme celle-ci que ces acteurs de la justice prennent en compte justement pour essayer de créer une certaine proximité avec la population. Parce qu'il faut le dire ainsi, il y a un fossé entre la population et les acteurs de la justice. La population regarde les acteurs de la justice, on les voit de loin. Notre image. Il n'y a pas cette justice de proximité-là. On ne sent pas la représentation, par exemple. Oui, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette initiative qui a été prise depuis quelques années par l'ordre des avocats, d'organiser des plaidoiries décentralisées. Au niveau des régions, où ils prennent une semaine, ils débarquent dans une région, ils prennent en charge gratuitement des dossiers, ils viennent, ils ne connaissent même pas les prévenus, ils rencontrent les familles des détenus, ils prennent des dossiers, ils les plaident et ils obtiennent parfois des relax, etc. Des gros bonnets, on en voit souvent avec les grands cabinets de l'étranger. On va prendre notre invité en ligne, il s'agit de Ayoba Faye. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il est journaliste à Presse Afrique, le site d'information en ligne. Ayoba, vous nous entendez? Oui, je vous entends, M. Seck. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à vous. Vous avez suivi certainement l'intervention de Abdoulaye Diédhiou, la rentrée des cours et tribunaux. Ça vous inspire quoi, cette allocution du président Macky Sall, du bâtonnier? Oui, j'ai suivi l'intervention de mon confrère Abdoulaye Diédhiou, que je salue au passage. J'ai également suivi quelques réactions, quelques déclarations de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est un grand moment dans la marche d'une république, dans la marche de la nation. Abdoulaye a raison. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme Abdoulaye l'a souligné tout à l'heure, il y a un fossé entre la justice et le peuple. Et il y a eu des précédents, il y a eu beaucoup de précédents qui ont causé ce fossé-là. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont convaincus qu'il y a une justice à deux vitesses et que la justice qu'ils subissent au Sénégal n'est pas indépendante. Donc on peut se poser des questions notamment sur l'indépendance de la justice au Sénégal. Quand on interroge le fonctionnement actuel du parquet général qui dépend du ministère de la Justice, qui lui-même a pour patron le Premier ministre, qui ensuite est nommé par le président de la République. On peut s'interroger sur l'indépendance de la justice quand le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République et qui nomme 14 des 16 juges, des 16 magistrats qui siègent. On peut s'interroger notamment sur l'indépendance de la justice. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'indépendance de la justice quand pour arrêter par exemple un opposant, c'est le parquet général sur instruction du ministre de la Justice qui lui donne des ordres et qu'il exécute. Donc on peut s'interroger aujourd'hui sur l'indépendance de la justice. Donc cette indépendance qu'on nous rejette à la figure tout le temps, c'est une indépendance de façade, alors que tout le monde sait que cette justice-là aujourd'hui, elle n'est pas indépendante. Ce ne sont pas les vous m'entendez, est-ce que là, ce n'est pas une incompréhension du rôle réel du parquet qui est là pour le peuple et qui doit instruire, et le juge, le magistrat qui est souvent lié par les textes? Il y a des cas où on dit que voilà, le magistrat a l'obligation de suivre les textes, de suivre le mandat de dépôt sur ces cas-là, et c'est le procureur qui demande cela au juge. Est-ce que ce n'est pas que les Sénégalais se sont immiscés dans un débat juridique qu'ils ne comprennent pas finalement? Bon, s'immiscer dans un débat juridique qu'ils ne comprennent pas, le mieux serait en tout cas que le parquet général soit totalement détaché du ministère de la Justice.
qu'il soit indépendant, qu'il soit libre en tout cas de prendre les décisions et de prendre les décisions de poursuite. C'est ça l'idéal dans une démocratie. Quand le parquet général dépend nettement du ministère de la Justice, ça cause des problèmes, même si le magistrat instructeur est soi-disant indépendant. Mais vous savez, les problèmes de la justice, ce ne sont pas seulement les populations qui le disent, ce sont les acteurs de la justice en premier. On se rappelle de la démission du juge Dème, de sa lettre de démission. Les médias ont publié ça largement, ça a été largement commenté à travers les médias. Exactement. On se rappelle récemment des sorties de l'ancien procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, procureur Ndao, qui disait, qui révélait la manière dont il en tout cas s'entretenait avec le président de la République, ce que le président de la République lui ordonnait de faire pendant qu'il était en train de poursuivre certaines anciennes personnalités du régime, ce qui a conduit dans le dossier Karim Wade, notamment ce qui a conduit à son limogeage après. Donc, tu vois, ce ne sont pas les populations qui jettent des pierres à la justice. Ce sont les acteurs même de cette même justice qui viennent aujourd'hui pour critiquer l'indépendance de la justice. Donc, il y a un réel problème aujourd'hui qu'il faudra solutionner si on veut vraiment aller vers des lendemains paisibles, vers des lendemains stables. Et c'est que la justice, c'est un pilier indispensable dans une démocratie, et c'est un pilier aussi indispensable dans le développement d'un pays. Vous savez, j'ai fait un pays qu'on nomme le Kenya en Afrique un peu australe. Donc au Kenya, il y a ce qu'on appelle l'article 30 de la Constitution, ce qu'on appelle l'Access Information Act, donc qui donne possibilité aux populations d'aller consulter, par exemple, un document qui relate un contrat entre, par exemple, une grande entreprise et l'État. Par exemple, à 670 km de Nairobi, dans une province nommée Malindi, il y a des communautés qui vivent là-bas, et il y a aussi de grandes multinationales qui viennent pour exploiter les terres des communautés. Donc, dès qu'il y a litige foncier, les populations sur place ont la possibilité de se rendre au ministère de l'Environnement, de photocopier le document, le contrat qui lie l'État du Kenya à cette entreprise-là, et pour rester en justice ensuite pour poursuivre cette entreprise-là en justice. Et beaucoup de communautés, je me suis rendu compte que beaucoup de communautés ont eu gain de cause auprès de la justice, en confrontant des grandes multinationales qui brassent des milliards et des milliards de dollars, simplement parce que la justice au Kenya est indépendante. Donc tu vois comment la justice, le rôle joué par une justice indépendante dans un pays est très important pour la survie et pour le développement des populations. Ici au Sénégal, je vous donne un exemple. Les ICS à Mboro, ça fait plus de 50 ans qu'ils polluent les populations. Ça fait plus de 50 ans que les populations luttent pour que l'entreprise ait au moins une politique RSE qui puisse profiter aux populations. Mais c'est impossible de traîner les ICS en justice et d'avoir gain de cause, parce que tout simplement les ICS sont plus fortes, au niveau étatique, ils ont vraiment des relations et tout, et tu ne peux pas dans ce cas de figure là les traduire en justice et avoir gain de cause. Tu vois les deux cas précis, et donc tu vois le Kenya, les populations du Kenya qui peuvent avoir gain de cause face à des multinationales américaines ou européennes. Ici, des populations d'une ville qui ne peuvent même pas avoir gain de cause contre... Ne peuvent même pas se constituer partie civile. On l'aura compris, Ayoba Faye, qui est originaire de Mboro. Vous avez parlé de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour au moins tendre vers cette indépendance-là? Quelles sont les mesures qui s'imposent ou des réformes pour permettre à la justice d'être indépendante? Il y a d'abord la volonté politique du président de la République de se détacher du Conseil supérieur de la magistrature, de laisser le fonctionnement, de laisser aux magistrats, aux seuls magistrats ou aux seuls acteurs de la justice de décider du fonctionnement de cette justice-là. Donc si le président fait ce pas-là,
Je pense qu'il y aura beaucoup de réformes et on tendra de plus en plus vers une indépendance de la justice. Mais tant que le président le Conseil supérieur de la magistrature, tant que le parquet général dépendra du ministère de la Justice, on aura beau palabrer du matin au soir, cette indépendance sera chimérique. Voilà, on va revenir vers vous pour parler de la responsabilité de nous autres journalistes à travers les tensions politiques et sociales. Abdoulaye, c'est votre avis pour avoir au moins une justice indépendante, faire quitter le président de la République à la tête de la magistrature suprême? Mais il y a pas, on ne peut pas réinventer la roue. On risque pas d'avoir, voilà... Non, je veux dire, on ne peut pas réinventer la roue. Aujourd'hui, pour avoir une justice indépendante, Ayoba, que je salue d'ailleurs au passage, c'est ça, il faut passer par là. Maintenant, il faudrait qu'on ait le courage que le président de la République, qu'il soit Macky Sall ou qu'il soit quelqu'un d'autre, l'institution. Voilà, qu'il ait ce courage-là de couper ce lien, ce cordon ombilical-là, parce que écoutez, c'est très simple. Je vais essayer d'expliquer à un niveau assez terre à terre pour permettre... C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui vous êtes chef de famille. Vous avez votre fils aîné, vous avez votre femme, etc. Vous êtes assez riche et vous avez des entreprises. Vous vous dites, c'est vous-même. Vous êtes assez vieux et c'est vous-même qui nommez votre aîné pour prendre cette société-là, votre cadet pour diriger, etc., votre neveu pour diriger les autres trucs. Aujourd'hui, tant que cette décision majeure vous revient à vous, mais forcément, vous créez un lien de subordination entre vous et ces gens-là. Alors, vous ne pouvez pas, ou les autres personnes qui sont extérieures, en tout cas qui ont intérêt à travailler avec ces sociétés, ne peuvent pas attendre de vous que vous ayez une position de heure avec le papa. C'est aussi simple que ça. Alors, il faudrait simplement que le papa se dise, écoutez, d'accord, c'est bien là, ce sont mes biens, je vous, à vous de gérer cette société, à vous autres de gérer cette autre société, vous ne faites peut-être à la limite que me rendre compte. Mais je ne suis pas celui qui nomme. Je ne suis pas celui qui va prendre les décisions majeures. Une sorte de réunion de famille. Voilà, vous permettez à ce fils-là d'être beaucoup plus indépendant, de pouvoir prendre des décisions de lui-même sans avoir à se retourner pour essayer de voir qu'est-ce que mon papa pense de ça. C'est aussi simple que ça. Si nous voulons tendre vers une justice indépendante, nous sommes obligés de passer par là. Voilà. Et on va terminer ce chapitre de la justice pour parler de notre secteur, la presse. Souvent, on est à l'origine de l'actualité, des débats, des orientations. Quelle est aujourd'hui notre responsabilité dans ce débat qui s'est installé dans presque partout, au niveau des familles, au niveau des ateliers, des bureaux? On ne parle que de politique, on ne parle pas éducation, on ne parle pas économie, énergie, on ne parle pas technologie. Où se situe la responsabilité du journaliste des rédactions qui traite de ces informations-là? Alors, c'est assez vaste, à mon avis, c'est assez vaste. Il faut déjà voir que le premier niveau, pour situer un peu les choses, c'est dans le traitement factuel. Aujourd'hui, nous avons une presse qui est très présente dans le traitement factuel de l'information. Nous ne faisons à la limite que ça. Il n'y a qu'à regarder un peu ce qu'on a ici comme magazine. Il n'y en a presque plus. Nous avons plus les journaux, côté journaux, nous avons quasiment que des quotidiens. Prenez tous les grands titres, c'est tous des quotidiens. Et nous sommes quasiment tous dans le traitement factuel. Alors, et malheureusement, dans ce traitement factuel-là, la matière, celle-là que nous pensons, en tout cas, qui intéresse le plus la population, et c'est dommage de le dire comme ça, très dommage. Ce sont des choses facultatives. C'est tout ce qui concerne des faits divers. Comme on le dit, excusez-moi un peu du terme, mais c'est ça, c'est le sexe, le sang, le truc. Voilà, on ne parle que de ça sur les plateaux. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui sont là autour et qui devraient... Mais au-delà même de donner l'information, il y a également une question qui est là, et elle est centrale. Ces entreprises de presse ont envie de vivre. Je ne peux pas, moi, par exemple, je suis sous nos labels et je me dis aujourd'hui, je prends juste un exemple comme ça, ma grille de programme, je mets à 80% tout ce qui est, par exemple, découverte animalière, etc. Mais vous n'aurez personne qui va pour vous regarder. Or, vous avez des charges, etc. Oui, on me dira que oui, vous êtes quand même une entreprise de presse. D'accord.
Oui, et vous devez faire votre travail correctement. Mais parallèlement à ça, il y a un autre problème qui est là et qui n'est pas des moindres. Et qu'il faut payer les salaires, il faut etc. Il y a plein de choses à faire. Et malheureusement, c'est ce volet-là qui a étouffé la plupart des entreprises de presse, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des organes sont beaucoup plus axés sur le traitement factuel. Dans ce qui marche. On n'est plus dans des trucs comme des grands dossiers. Bon, je ne le dis pas parce que je suis là-bas, heureusement, au niveau de l'Observateur. Si vous êtes un abonné de l'Observateur, vous voyez que tous les jours, nous avons des grands dossiers que nous effectuons sur différents secteurs de la vie des Sénégalais. Je pense que d'abord, il faut ça. Mais bon, peut-être que l'Observateur peut se permettre un tel traitement, peut-être parce que financièrement, peut-être qu'elle a des coudées assez franches, mais ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, la tendance fait que la plupart des organes sont beaucoup plus axés vers ça. Et lorsque la plupart des informations business sont dans ce traitement factuel-là, on oublie l'essentiel. On oublie aujourd'hui, par exemple, que voilà, il y a le navire qui vient de prendre départ pour aller par rapport à notre gaz. Qu'est-ce qui est plus important que ça? On va juste essayer de nous parler de quelqu'un qui a, je sais pas, qui vient de violer ou qui a tué quelqu'un. Effectivement. D'accord. Un tonton qui a tué son neveu. Voilà. Mais je veux dire, il y a plus important ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour rien si le dossier Adji Sarr Sonko est devenu un dossier qui a connu l'ampleur. Fonds de commerce. C'est vrai que c'est un dossier politico-judiciaire. C'est vrai que l'envergure que ce dossier a est liée également à l'image de la personne qui est mise en cause, qui n'est pas n'importe qui est aujourd'hui, en termes d'opposition, c'est une grande figure, etc. Mais je pense que c'est un dossier qui arrange le traitement aujourd'hui que la presse se fait de l'information. C'est des dossiers comme ça qui intéressent aujourd'hui, j'ai envie de dire la presse, mais et surtout la population. Parce que si aujourd'hui la presse en fait... Est-ce que aussi la population ne consomme pas que ce qu'on lui donne? Aujourd'hui, écoutez, il suffit simplement qu'on nous dise, que vous annoncez aujourd'hui tout de suite, que Adji Sarr va passer juste après notre rendez-vous ici. Mais vous allez battre tous les records d'audience, c'est sûr. De la même façon, si on vous dit qu'aujourd'hui, tout de suite, Sonko va parler de la question de ce viol-là dans une heure, mais c'est tout le monde qui est là. Et même si on nous annonçait que, oui, au même moment, le Sénégal va recevoir ou va signer 350 000 millions de dollars pour etc., ça n'intéresse pas. Tant que ce n'est pas un scandale. Non. Si on nous disait que non, même si... non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Et aujourd'hui, un dossier comme ça, malheureusement, et au niveau de la presse, il faut aussi qu'on se dise la vérité. On a une presse qui est divisée sur cette question-là. On a des médias qui sont, en tout cas dans le traitement, plus proche du camp de Sonko. Nous avons également d'autres qui sont... La partisanerie a fini d'affecter la presse sénégalaise. Je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des médias qui sont... Ça existe dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, vous avez des démocrates, des... Voilà. Vous allez en France, c'est pareil. Mais le style est toujours différent. Voilà, là, au moins, on reste dans les fondamentaux du journalisme, la vérification, les preuves et autres. Surtout ça, parce que si on ne le fait pas, si on ne maîtrise pas la manipulation, comment manipuler de telles positions, on va verser un peu vers ce qui s'est passé au Rwanda et dans certains pays africains. C'est des pays qui aujourd'hui ont connu 10 ans, voire 15 ans de guerre civile, etc. Simplement parce qu'il y a une mauvaise manipulation de la part des... Je pense que c'est important aujourd'hui d'informer, surtout par rapport à ce dossier Adji Sarr Sonko, d'informer juste et vrai, mais d'informer avec beaucoup de retenue. Parce que c'est un dossier... Moi, avec ma modeste carrière de chroniqueur judiciaire, j'ai rarement vu un dossier aussi pollué en termes de manipulation. De fausses informations. De tous bords d'ailleurs. De tous bords. D'où nous devons faire attention, prendre un peu de recul par rapport au traitement de l'information, par rapport à cette affaire-là. Parce que dans tous les deux sens, tous les jours que Dieu fait, quand on nous parle d'audio, on nous parle d'intervention de ceci, on nous parle de documents, etc., quitte de l'origine de ces documents-là, quitte de l'authenticité de ces audios, etc. C'est un dossier qui est là, en justice. Nous sommes au dernier virage, puisque le dossier a été renvoyé devant une juridiction de jugement.
si procès il y a, si procès il y a, Surtout, ce serait peut-être l'occasion d'édifier les Sénégalais sur tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Est-ce qu'il y a eu viol, est-ce qu'il n'y a pas de viol? Parce que le viol, c'est le juge qui, en dernier ressort, après avoir entendu les parties, après avoir examiné les pièces du dossier, et qui va prendre souverainement et de dire que oui, cette personne-là est... voilà, rendre son délibéré. Voilà, mais sur la presse, est-ce que la responsabilité, c'est les patrons de presse ou les journalistes eux-mêmes au niveau des rédactions, au niveau des reporters? Quel est où se situe le niveau de responsabilité? Je ne peux pas situer la responsabilité au niveau des journalistes, d'un journaliste qui travaille dans un organe de presse. Le journaliste qui travaille dans un organe de presse, il travaille sous la tutelle d'un patron de presse. Il travaille dans un cadre organisé. Il est reporter peut-être. Il a au-dessus de lui son rédacteur en chef, il a peut-être son chef de desk, il a son directeur des programmes, etc., etc. Il est dans un cadre organisé. Donc, tout ce qu'il doit faire dans le cadre professionnel, c'est quelque chose qui doit être organisé, et ses supérieurs hiérarchiques directs doivent être au courant. Je veux dire, si à son niveau personnel, il venait à faillir, mais cela devait être corrigé automatiquement avant toute publication, avant toute diffusion, par ses supérieurs qui sont... Je ne peux pas, moi... Et souvent, c'est cette hiérarchie qui manque dans les rédactions. Il n'y a pas souvent de rédacteur en chef digne de ce nom pour au moins corriger les manquements d'un reporter. Bon, il faut dire que c'est vrai que je ne suis pas allé dans tous les organes de presse pour en juger, mais je retiens quand même que de plus en plus, les organes de presse sénégalais deviennent structurés. De plus en plus. Ce n'est pas le cas. J'ai eu à visiter quelques organes de presse un peu de la sous-région. Je vois, quand vous faites la différence, vous voyez un peu par rapport au Sénégal, bon que le Sénégal a fait. C'est vrai que maintenant que nous avons beaucoup de choses à faire. Moi, je reviens de la Chine où je suis resté 6 mois pour une formation. J'ai eu à faire des stages dans de grandes rédactions. Ça aussi, ça a d'une importance, vous, avec votre expérience, si aujourd'hui vous continuez à vous former, alors que nous autres jeunes journalistes qui apparaissent à la télé, on se croit des vedettes déjà. On ne va plus sur le terrain déjà, on n'augmente pas nos connaissances. Il y a de la suffisance chez mes jeunes, la plupart de mes jeunes frères. Vous avez un jeune frère qui est là, qui tout de suite qu'on responsabilise, il ne va plus sur le terrain. Or, le journaliste, c'est le terrain d'abord. Oui, ça c'est le terrain. En Chine, là où j'étais tout à l'heure, il y a quelques jours. Mais vous voyez un rédacteur en chef il vous fait un reportage, il vient, il dépose, vous êtes là au moment du montage, vous avez l'impression que c'est un reporter qui va le faire. Tellement le gars, il est allé, il s'est retroussé les manches, etc. Alors que c'est le rédacteur en chef. Vous voyez, parce que c'est très important, l'information qu'on donne à la population. C'est des gens qui sont médecins, ils sont commerçants, etc. Ils ont d'autres activités professionnelles. Ils attendent de nous que nous fassions le boulot, que nous allons à la base, que nous essayons d'avoir toute l'information, la bonne information pour le donner. Et ça n'a pas de prix. On ne doit pas se ménager. On ne doit pas dire que je suis, donc je ne... Non, on doit, si l'information que nous devons donner à la population recommande que nous allons jusqu'à Fongolimbi, on doit déposer nos galons, je suis à côté, et aller à la bonne source, et revenir. Et si nous avions tout le temps ce réflexe-là, et si, en plus de ce réflexe-là, nous faisions preuve de beaucoup de mesures, sur juste les fondamentaux du traitement de l'information à la vérification, c'est minimum. C'est très simple. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une... Oui, allez-y. Non, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons un peu le jeu de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et or, il nous revient à nous d'expliquer, de par notre travail, de faire comprendre à la population qu'il y a une différence entre ce qui se fait dans les réseaux sociaux et ce que nous faisons. La pratique du métier. Nous traitons de l'information. Nous ne donnons pas comme ça. Par exemple, moi, je peux être un simple citoyen. J'ai ma page ou simplement mon téléphone. Je tombe sur un accident ou quelque chose comme ça. Je suis sur Facebook, je filme, je quitte, je balance. Ça, c'est la personne qui a un compte. Il y a quelques années, ce n'était pas possible, ce n'était pas à la portée du citoyen. Parce que les nouvelles technologies, etc., on n'en était pas là. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont permis à la population, ça a démocratisé un peu. Mais ce que ce citoyen-là ne peut pas faire, c'est traiter l'information. Parce qu'il n'est pas allé apprendre comment il faut traiter cette information. Si on lui demandait aujourd'hui d'aller faire une enquête, par exemple à Sabadola, où il y a aujourd'hui plein de
d'étrangers qui sont là-bas dans le traitement de l'or. Une fois sur place, il ne saura que faire. Comment procéder, voilà, c'est sûr. Là, vous évoquez aussi la formation, parce que c'est également qu'on constate, c'est depuis la floraison de toutes ces écoles de formation. À l'époque, il y avait le CESTI. Maintenant, voilà, il y a des écoles à tous les coins de rue, des écoles de formation de journalistes. Parce que là aussi, il n'y a pas il n'y a pas de la rigueur qui manque dans la formation des journalistes. Je présume que les écoles de formation qui sont là sur la place publique sont en règle, puisqu'ils ne se sont pas installés en pleine forêt. Ils ont pignon sur rue. Donc, qu'il y a, à mon avis, les autorités compétentes qui les ont permis légalement d'être sur place et qu'ils ont légalement qu'ils peuvent continuer à dispenser des cours. Mais ce que moi je peux dire, c'est que il nous arrive, nous, au niveau, par exemple, de l'Observateur, de recevoir beaucoup de demandes de stage. Et nous en recevons également beaucoup de stagiaires. Et le dernier groupe de stagiaires que nous avons reçu, j'en parlais à l'une d'entre elles, parce que je peux citer son nom, elle s'appelle Farmata, elle est vraiment bien. Elle était trop timide au point que parfois je me dis, mais toi, est-ce que tu... Mais lorsqu'elle vous rend un rendu, son papier, je lui ai appelé, je lui ai dit, mais tu m'as agréablement surpris. Vous voyez, parce qu'il y a de la qualité. Et elle n'est pas, je ne pense pas, voilà, elle est sortie de ces écoles-là. Parce que ce qui se passe, c'est que ce sont quasiment les mêmes professeurs que vous rencontrez qui font l'école publique que les écoles privées. Mais c'est les prédispositions qui souvent font la différence. Pour moi, lorsque le journaliste arrive en rédaction comme stagiaire, c'est la seconde phase. Et c'est très important parce que vous en avez rendu compte quand vous êtes arrivé pour la première fois en stage dans cette rédaction. On vous donne des papiers, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais allé à l'école. C'est sûr. Parce que, voilà, comme on dit en Wolof, il y a presque la théorie et la pratique. Voilà, il y a une seconde phase de formation qu'il faut faire. Et à mon avis, c'est cette seconde phase-là qui fait défaut. Aujourd'hui, on ne procède plus au suivi, parce que je ne veux pas parler de formation. On ne procède plus au suivi, à l'assistance des stagiaires qui arrivent. Ils ont envie d'avoir des repères. Ils ont besoin de savoir comment est-ce que nos aînés qui sont là, comment est-ce qu'ils travaillent. Pas seulement sur la rigueur du travail professionnel, mais moralement. Sur le plan éthique, etc. Comment est-ce qu'il faut se comporter? C'est tout un ensemble. Et c'est tout ça qui permet de forger le journaliste qui, en quittant l'école, qui arrive en rédaction et qui se dit, voilà, j'ai envie d'être un grand, et qui se croit déjà être un grand journaliste. Lorsqu'il voit, par exemple, un Ndiaye qui est là, qui l'a devancé, et qui va au charbon, et qui se dit, il va se dire, ah, ben écoute, moi qui... Voilà l'exemple que je dois suivre. Et il va se mettre à voir comment est-ce que vous travaillez, etc. En rédaction, je pense que c'est important de... C'est important, je me souviens, autant on faisait des réunions de mise à niveau tous les lundis à Walfadjri, ce qui ne se fait plus à travers la presse. On va interpeller Ayoba Faye, qui sont souvent indexés en la presse en ligne. Vous êtes à l'origine de tous ces scandales-là que l'on voit à travers la presse. Vous, je dirais même, voilà, ils sont en train de surenchérir sur certains dossiers. Vous m'entendez, Ayoba? Oui, je vous entends bien. Je pense que par rapport à ça, on lui fait un mauvais procès. Ayoba, s'il me le permet, je ne sais pas que je veux prendre la défense de la personne. Comme je l'ai dit, nous avons eu quand même à faire un peu des pays qui sont en dessous en termes de développement, moins développés que le Sénégal sur le plan de la presse, comme d'autres pays qui sont beaucoup plus développés. Mais ce qui se passe au niveau il faut juste invoquer les choses. Il y a 10 ans, prenez il y a 10 ans, ce qu'on avait ici comme presse en ligne, le traitement qu'il y avait, c'était tout sauf presque comme un traitement de journaliste. C'était du copier-coller de ce qui se passait. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel site que vous voyez là, allez-y tout de suite dans le bureau, retrouver Ayoba dans son bureau. Vous avez des locaux structurés, vous avez des journalistes qui sont là. Ils sont minimums par rapport au nombre de sites internet qui existent au Sénégal. Voilà. Maintenant, le problème, il ne faudrait pas aussi qu'on attende de ces sites-là qui ont des moyens financiers assez limités. Il ne faudrait pas qu'on attende de ces gens-là qui fassent un travail de CNN. C'est pas possible. Déjà que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Au Sénégal, il y a déjà un gros problème. C'est lorsque vous voulez faire de l'investigation, mais où est-ce qu'il faut aller pour trouver l'information? Il y a plein de blocages. Alors, imaginez un site avec des revenus assez modestes, mais avec un personnel très dévoué. Mais tout ce qu'ils vous fournissent, voilà, tout ce qu'ils vous fournissent comme information, mais allez voir comment ils sont tués pour vous donner cette information. La plus belle femme du monde ne peut vous donner que ce qu'elle a. C'est sûr. En tout cas, Ayoba, Abdoulaye vous a
dédouaner, mais quelle est votre responsabilité, vous, la presse en ligne, dans tout ce que l'on voit à travers la presse, ces manquements-là que quasiment tout le monde dénonce? Bon, la responsabilité, elle est pour toute la presse en général. Hein. C'est pas seulement la presse en ligne. C'est là-bas qu'on... Non, pas toute la presse en ligne, c'est la presse en général. Je dis, bon, c'est le journalisme au Sénégal qui est malade pour moi. Donc, Abdoulaye a évoqué beaucoup de problèmes et il a parfaitement raison. Parfois aussi, c'est lié à la formation, je pense, qui est tout à l'heure à l'effervescence des écoles de formation, donc un peu partout à Dakar et dans le pays. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent être journalistes, qui intègrent ces écoles-là, mais qui n'ont pas la formation adéquate. Moi, Abdoulaye a évoqué tout à l'heure les stagiaires. Moi, je reçois à peu près des stagiaires chaque 3 mois. Donc, à un moment donné, tu te dis il y a un problème de niveau pour certains. Et des fois aussi, tu tombes sur des stagiaires qui ont vraiment un bon niveau et qui peuvent faire avec un encadrement qui peut faire de très bonnes choses. Donc, un peu ce qui manque un peu à la presse en ligne. Ce qui fait défaut, c'est l'organisation. En fait, sur les à peu près 300 sites en ligne qui existent au Sénégal, peut-être tu verras à peu près 10 ou 15 qui ont une rédaction dans les normes. C'est-à-dire avec un directeur de publication, un rédacteur en chef, des chefs de desk et des journalistes, des reporters et des stagiaires et tout qui sont prêts à faire le travail, qui font des réunions de rédaction, qui font des séances de travail pour améliorer, pour encadrer les jeunes qui sont là. Donc la plupart des sites en ligne que vous lisez souvent dans le web, c'est seulement des gens qui sont dans le salon, qui ont leur ordinateur, qui ont de la connexion et qui font des reprises, copier-coller ou qui racontent des ragots qui intéressent la plupart du temps les gens, quoi. Donc voilà, s'il y a un problème aujourd'hui avec la presse en ligne, c'est ça en partie, et c'est aussi un problème de ressources financières, parce que Abdoulaye a évoqué ça tout à l'heure. C'est général au niveau de tous les médias au Sénégal, hein. C'est généralement un problème de moyens financiers pour pouvoir recruter de bons journalistes sortant des bonnes écoles, comme le CESTI, comme l'ICI, comme l'ISEC. Avoir de bons journalistes sous-entend aussi signer des contrats, payer de bons salaires. Et ça, tous les médias au Sénégal ne peuvent pas se permettre ce luxe-là. Donc, tant qu'il y aura cette fragilité financière-là dans nos rédactions, on aura des médias qui vont colmater des brèches, recruter des stagiaires qui n'ont pas un peu le niveau, et ça va se ressentir sur la production des articles, et notamment sur l'information qui va être diffusée pour les populations. Donc pour moi, c'est ça le gros du problème. Voilà. Est-ce qu'on va faire comme on a fait avec la justice? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a finalement des solutions pour au moins remettre à niveau la presse sénégalaise en termes de qualité de fonctionnement et autres? On a vu l'application du nouveau code de presse, les nouvelles cartes de presse. Apparemment, tout le monde a finalement une carte de presse. Est-ce que finalement, il y a des solutions pour au moins se redorer le blason d'antan? Bon, la solution serait, pour moi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de permettre aux entreprises de presse d'avoir les moyens de s'octroyer une autonomie financière en faisant peut-être une nouvelle loi sur la publicité qui permettrait à ces entreprises de gagner des rentes venant des partenaires ou des annonceurs. Mais si tu étudies bien
les rentes publicitaires au Sénégal, 90% sont absorbés par la RTS, par le Soleil et par les médias publics. Après, c'est le groupe GFM peut-être qui vient en deuxième position, suivi des autres médias. Donc, tu vois, il y a un petit groupe de médias qui est là et qui s'accapare peut-être 90 à 95% de toutes les rentes publicitaires qui existent. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de marge aux autres médias de se développer financièrement et d'être autonomes. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est de réformer une loi sur la publicité, imposer aussi aux entreprises de presse des cahiers de charges et qui pourraient ensuite les permettre d'avoir accès à la publicité. Voilà. En tout cas, merci à vous, Ayoba Faye. Merci à vous. Voilà. Ayoba Faye qui était avec nous, je rappelle qu'il est journaliste, rédacteur en chef du site d'information Presse Afrique. On va terminer avec vous, Abdoulaye, comme a dit Ayoba. Finalement, est-ce que c'est la réglementation de la publicité qui peut accompagner au moins la presse, amoindrir les charges financières et permettre aux journalistes de se consacrer au véritable travail de journaliste? Mais il n'y a pas mille solutions. La solution, elle est là, comme l'a dit Ayoba, que je salue au passage en même temps. La solution, elle est là. Et je veux dire, aujourd'hui, il faut tendre vers le professionnalisme. D'accord. Et tendre vers le professionnalisme, on ne peut pas tendre vers le professionnalisme en ayant des professionnels qui travaillent dans des conditions misérables. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, je ne peux pas moi travailler ici, alors qu'au moment où je fais le truc, je me dis, voilà, j'ai le huissier qui m'envoie chez moi le truc parce qu'on doit me sortir. Non, parce que mon fils est malade, je ne sais même pas où trouver de l'argent. Non, ce n'est pas possible. L'argent, c'est le nerf de la guerre. D'accord, il faut parler de déontologie, etc. Mais avant tout cela, il y a quelque chose qui des garanties qu'il faut mettre dans de bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, si un groupe comme Futur Média, je cite Futur Média, je peux citer d'autres groupes également, de grands groupes au Sénégal ici, se permettent d'avoir des journalistes de grands noms dans le monde de la presse aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a une bonne capacité financière qui est là. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Et si vous avez de grands noms qui sont là, vous avez forcément des professionnels qui sont là. Et forcément, le résultat, il est visible sur le travail qui est rendu. Exactement. Par contre, si moi j'ai ma petite structure là, je n'arrive même pas moi à payer le car rapide pour venir boulotter, je ne parle même pas des gens avec qui je travaille, forcément c'est des gens qui vont faire un travail qui ne va pas cadrer avec ce qu'on attend du travail du journaliste. Donc je pense qu'il faudrait déjà, le premier acte, comme l'a dit Ayoba, la publicité, il faudrait vraiment on en a parlé depuis très longtemps, je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre très rapidement pour permettre aux entreprises de presse déjà existantes de souffler parce qu'ils sont asphyxiés et permettre à d'autres initiatives qui sont là également, qui veulent investir dans le domaine, d'avoir cette possibilité d'investir, mais de ne pas investir à perte. Parce que le monde de la presse, c'est très important pour l'équilibre de la nation. Il faudrait qu'on accompagne un peu tout cela. Effectivement. Réglementer la publicité, je pense que les autorités sont dans cette dynamique-là. La question est souvent évoquée. En tout cas, merci à vous, Abdoulaye Diédhiou. Un dernier mot. Merci et peut-être dire aussi merci à Sunu Label TV. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été séduit. Je ne m'attendais vraiment pas à voir tout ce qui a été investi ici comme matériel. Et également, j'ai rencontré une consoeur que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Awali. Voilà, Awali, une grande professionnelle que je salue également. Donc, c'est dire tout l'intérêt qu'il y a d'investir davantage dans ce milieu-là. À faire confiance à la jeunesse surtout. Surtout faire confiance à la jeunesse. Et j'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs. Voilà. Et leur demander de rester scotchés sur Sunu Label TV. Effectivement. Et c'était Abdoulaye Diédhiou, notre confrère du quotidien L'Observateur, qui était notre invité, en plus de Ayoba Faye, rédacteur en chef du site d'information Presse Afrique. C'était nos deux invités dans ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. L'information revient demain à la même heure. Bonsoir.